Ursula von der Leyen. C'est un nom qui, c'est certain, ne laisse personne indifférent. On trouve des éloges, des critiques parfois virulentes. Elle est vraiment au sommet du pouvoir européen, et pourtant, elle reste une figure pleine de contradictions. Alors on va essayer de décrypter ensemble ce personnage pour mieux comprendre qui elle est vraiment. Bon, sur le papier, tout a l'air très simple. Depuis 2022, le magazine Forbes la classe numéro 1, la femme la plus puissante du monde. Ça la place au-dessus de tout le monde. Reine, première ministre, patronne de multinationales, c'est un sommet, on peut le dire, incontesté. Sauf que, voilà, à peine on dit ça, qu'une autre vision, mais alors radicalement opposée, se fait entendre. C'est celle de ses adversaires politiques, comme Jordan Bardella, qui lui décrit son premier mandat comme une simple succession d'échecs et de scandales. On a là deux réalités qui semblent totalement irréconciliables. Du coup, la question se pose, forcément. Comment est-ce qu'une seule et même personne peut incarner à la fois le summum du pouvoir et être l'objet d'autant de critiques? Pour le comprendre, il faut remonter le temps, bien avant son arrivée à Bruxelles. Et tout commence par là, sa famille. Parce qu'avant d'être une femme politique, Ursula von der Leyen est en fait l'héritière. L'héritière d'une double lignée de pouvoir et d'influence. Ce qui est absolument fascinant, c'est la convergence de deux mondes. D'un côté, sa famille de naissance, les Albrecht, une vraie dynastie politique. Son père, Ernst Albrecht, était une figure majeure de la CDU, un haut fonctionnaire européen. Et de l'autre côté, par son mariage, elle rejoint la famille von der Leyen, une lignée d'industriels, d'aristocrates, les fameux barons de la soie, anoblis par le roi de Prusse. C'est vraiment l'union du pouvoir politique et du pouvoir économique historique. Et l'histoire de la famille de son mari, c'est un véritable roman européen. Il faut s'imaginer, ils fuient les persécutions religieuses au XVIIe siècle, ils bâtissent un empire industriel dans la soie, ils deviennent si influents qu'ils sont anoblis, ils accueillent Napoléon dans leur palais, avant d'être décrits par Karl Marx lui-même comme étant à l'origine du premier soulèvement ouvrier en Allemagne. C'est une lignée qui a traversé les siècles et les plus grands bouleversements du continent. Son propre parcours à elle est tout aussi hors norme. Une enfance à Bruxelles, un trilinguisme parfait. Et puis, cet épisode digne d'un film d'espionnage. À 20 ans, elle doit se cacher à Londres sous un faux nom, Rose Ladson, pour échapper à la menace terroriste de la fraction armée rouge. Elle finira même par abandonner ses études d'économie pour devenir médecin. Un chemin vraiment sinueux, très loin de la politique à ce moment-là. Allez, passons maintenant à sa carrière politique en Allemagne. C'est là qu'elle a construit une image tout en contraste, à la fois perçue comme une modernisatrice et en même temps comme profondément impopulaire. Ce graphique illustre parfaitement le paradoxe allemand. Au début des années 2010, c'est une star médiatique, l'invité que tous les plateaux télé s'arrachent. Et puis quelques années plus tard, à la tête du ministère de la Défense, sa popularité s'effondre complètement. Le public allemand la voit alors comme l'une des ministres les moins compétentes du gouvernement. Quel retournement! Le truc, c'est qu'elle a souvent été en décalage avec son propre camp, la CDU, un parti conservateur. En tant que ministre de la Famille, elle a mené une petite révolution sociale. Elle a développé massivement les crèches, instauré un congé parental pour les pères, des mesures très progressistes qui ont, bien sûr, heurté la base la plus traditionnelle de son parti. Mais attention, son bilan est aussi plus complexe. Elle a porté des projets très controversés, comme une loi sur le blocage de sites internet qui lui a valu ce surnom peu flatteur de Zensursula, un mélange de censure et Ursula. Son dernier poste en Allemagne, celui de ministre de la Défense, est vraiment considéré par beaucoup comme un échec. On parle d'un mandat marqué par des scandales de mauvaise gestion, des contrats un peu opaques et une popularité en chute libre dans les sondages. C'est d'ailleurs pour ça que sa nomination à la tête de l'Europe a été une immense surprise pour pas mal d'Allemands. Et ça nous amène justement à son ascension à la tête de la Commission européenne. Une période de très grandes ambitions, c'est vrai, mais aussi de profondes divisions. Il faut bien comprendre que son arrivée au pouvoir en 2019 n'a rien eu d'une évidence. Le processus habituel, ce qu'on appelle le Spitzenkandidat, a échoué. Et c'est là qu'Emmanuel Macron a soufflé son nom comme une candidate de compromis. Au final, le Parlement européen l'a élue avec la plus petite marge de l'histoire, 9 petites voix. Une légitimité, on peut le dire, assez fragile dès le départ. Et pourtant, elle impose très vite sa marque, une vision, la politique qui va définir tout son mandat, le fameux Green Deal ou Pacte vert. L'objectif, lui, est colossal. Faire de l'Europe le tout premier continent à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Mais voilà, cette vision est très loin de faire l'unanimité. Pour ses opposants, ce n'est pas du tout un projet de progrès, mais bien, pour reprendre les mots de Jordan Bardella, un projet funeste de décroissance qui menacerait l'économie du continent. Le pacte vert est immédiatement devenu le symbole de la polarisation qu'elle incarne. Et des controverses, il y en a eu pendant son premier mandat. On se souvient du Sofagate en Turquie, cet affront protocolaire perçu comme sexiste.
Il y a eu l'affaire des SMS avec le PDG de Pfizer, qui ont mystérieusement disparu au moment des négociations sur les vaccins. Des accusations de favoritisme dans certaines nominations, et puis ces critiques récurrentes sur son style de management, jugé trop centralisé, qui lui ont valu des surnoms comme la reine Ursula. Alors, au final, comment on réconcilie ces deux portraits? Comment est-ce qu'on peut comprendre cette figure qui a visiblement de multiples facettes? Eh bien, le paradoxe, il est là, résumé. D'un côté, on a la femme d'État, la plus puissante du monde, la visionnaire du pacte vert, la modernisatrice des politiques familiales. Et de l'autre, on a la dirigeante controversée, pur produit d'une élite, ministre jugée incompétente dans son propre pays et présidente européenne critiquée pour son opacité et son autoritarisme. La vraie question, maintenant qu'un second mandat se profile, c'est de savoir laquelle de ces deux facettes va l'emporter. L'architecte visionnaire ou la reine contestée. L'avenir de l'Europe, d'une certaine manière, dépendra peut-être de la réponse à cette question.